Bonjour à toutes. Merci de rester fidèles à KTV comme sur Crazy FM. Nous sommes le lundi 9 décembre et nous recevons ce matin Gilles Albou, le vice-recteur qui est parmi nous ce matin. Oui, il a échappé à Belna, lui aussi. Il est là avec nous, monsieur le vice-recteur. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Alors, monsieur le vice-recteur, tout d'abord, nous avons encore une fois eu du bol. Exactement. On a eu beaucoup de chance. On pourrait parler des statistiques et des probabilités d'être touché, vous qui aimez bien les nombres et bien compter. Il y avait une chance pour que ce soit la catastrophe. Oui. Il y avait une chance pour qu'il y ait des gros dégâts. Et il y avait une petite chance pour qu'il n'y ait rien. On a eu cette petite chance. Et je pense qu'on peut tous s'en réjouir. Alors, avant de revenir un peu sur ce phénomène, monsieur le vice-recteur, tout le monde se posait la question aujourd'hui, pourquoi avoir pris la décision, en tout cas, de ne pas ouvrir les écoles ce matin ? Alors, comme vous le savez, tous nos établissements ont été mobilisés pour accueillir les populations fragiles hier. À l'heure où je vous parle, là maintenant, on a encore des familles qui quittent nos établissements, qui ont passé la nuit parce qu'elles s'étaient endormies, parce qu'elles étaient encore loin de chez elles. Donc on a encore des familles dans nos établissements. Donc vous imaginez bien qu'on n'est pas en mesure d'accueillir les élèves. Premièrement, il va falloir qu'on remette tout en ordre, qu'on nettoie tout. Et puis deuxièmement, tant qu'il n'y a pas d'eau dans les établissements, vous imaginez bien aussi qu'on ne peut pas accueillir les élèves dans des bonnes conditions. Donc c'est deux raisons qui font que, évidemment, on ne peut pas ouvrir aujourd'hui les établissements. Oui, monsieur le directeur, comment se déroule une journée comme ça ? Parce que c'est une relation entre la préfecture, entre la mairie, entre vous, de savoir quelles écoles on ouvre, quelles écoles on ne peut pas ouvrir. Il y a des choix à faire. Comment ça se passe, tout ça ? Alors, de notre point de vue, nous avons ouvert tous les collèges et tous les lycées, tous, alors, sauf un qui était potentiellement submersible. Donc évidemment, on ne l'a pas ouvert, c'était le lycée de Dzoumounié, mais de l'autre côté de la rue, il y a le collège qui était ouvert. Donc tous nos établissements ont été ouverts, tous les personnels de direction, les personnels administratifs d'encadrement et partout, les infirmières. Et je tiens vraiment à remercier tout le monde a été mobilisé pour faire l'accueil dans des bonnes conditions. On a aussi mobilisé les enseignants volontaires qui se sont relayés dans nos établissements. Pour les écoles, c'était de l'organisation des communes qui, elles aussi, ont géré les écoles, leurs gymnases pour accueillir les populations fragiles. Et sur les écoles, là aussi, je tiens à le saluer, nous avons mobilisé souvent les directeurs d'école qui, eux aussi, ont passé leur dimanche pour accueillir les familles. Donc, le choix au niveau des écoles, l'ouverture de telle ou telle, évidemment, ça s'est fait en fonction des communes et puis aussi des critères. Est-ce que cette école, elle est submersible ou pas ? On n'allait pas envoyer des familles dans des endroits qui étaient potentiellement dangereux. Ouais. Alors, monsieur le vice-recteur, est-ce que c'est pas là, justement, ce qui prouve que finalement, on n'a pas d'endroit d'accueil ? Si ce ne sont pas nos écoles qui sont là pour accueillir la population, on n'a pas un endroit pour accueillir. Est-ce que les écoles sont faites pour ça ? Écoutez, vous avez répondu à la question. On a des endroits d'accueil. Nos écoles, nos collèges et nos lycées. Déjà, c'est ça. Et déjà, on peut s'en réjouir. Et moi, quand je vois comment les choses se sont passées avant-hier et hier, comment tout le monde s'est organisé, comment les services de l'État, les maires et tous nos personnels à l'éducation nationale ont travaillé main dans la main pour que tout se passe bien, parce que c'est quand même ça qu'il faut retenir. Et ce type d'événement va se reproduire. Il faut le dire, le redire, ça va se reproduire. Et donc, le bilan qu'on fait aujourd'hui, on pourra y revenir, c'est que les choses se sont très bien passées. Ouais. Globalement, les familles, tous ceux qui sont venus ont été très bien accueillis. On a géré les stocks de nourriture, on a géré l'eau potable. Je pense qu'on aurait pu mieux anticiper la gestion, on va dire, de l'eau en général. Donc ça va nous interroger à l'avenir. Pour l'ensemble de nos établissements, parce qu'on aura des coupures d'eau, parce qu'on aura des problèmes de gestion d'eau. Donc il faut qu'on ait des réserves en permanence dans nos établissements. Pour les 24 heures
d'urgence, on avait de quoi tenir, ça c'est sûr. Oui. Ça a été, je pense, très très bien géré. Il n'y avait pas de pénurie et on avait l'eau en réserve. Évidemment, si on avait dû, dans nos établissements, être confinés pendant plus longtemps, il aurait fallu faire plus de réserves. Je pense que c'est le point de réflexion aujourd'hui qu'on peut avoir, mais on est là pour s'améliorer, tous, hein. Mais globalement, les choses se sont plutôt bien passées. Et moi, je suis vraiment très agréablement surpris par toute cette belle solidarité que j'ai vue hier. Avant-hier, j'étais au collège de Kungu, un collège qui a accueilli plus de 1000 personnes, où il y a eu vraiment une belle mobilisation, et tout s'est passé quand même globalement dans le calme aussi. Bah oui, j'allais dire, c'est aussi par rapport à la capacité, parce qu'on a vu certaines écoles qui étaient pleines rapidement. Très rapidement. Et c'était très surprenant. Certains disaient, mais on avait prévu 500 personnes, il y en a 800 qui arrivent. Ouais. Ça démontre qu'il faut faire aussi attention, là, ça montre quelque part des limites. Hein. Alors, Kamar racontait qu'on a passé beaucoup de temps hier à compter, effectivement. Donc, pourquoi nous avons compté ? Nous avons compté, évidemment, pour répartir les populations au mieux, pour qu'il n'y ait pas d'engorgement. Alors, il y a des endroits plus isolés que d'autres. Hein. Vous pouvez parler notamment de Kahani. Alors, à Kahani, nous avons, sur ces endroits-là, demandé des renforts, et les renforts sont vite arrivés. Pour l'accueil et puis aussi pour l'encadrement. Mais voilà, avec les communes, avec les services des communes, nous avons aussi régulé l'afflux. Et là aussi, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, quand un établissement était plein, on trouvait d'autres solutions. Et tout ça a été bien programmé. Alors, monsieur le vice-recteur, on sait que la semaine passée était la semaine de la grogne sociale. Vient s'ajouter ce phénomène cyclonique. Est-ce que le programme scolaire en lui-même ne va pas être un peu bousculé ? Vous le disiez justement, on n'a pas fini de voir un phénomène cyclonique parce que nous sommes en pleine saison cyclonique. Ouais, écoutez, la semaine dernière, il y a eu effectivement une journée de mobilisation qui a été suivie, mais globalement, quand même, une grande partie des cours ont pu avoir lieu. Aujourd'hui, nous avons une journée d'école en moins. Ce sont des choses qui arrivent quand même régulièrement en métropole comme à Mayotte. Pour l'instant, on n'a pas de danger. Évidemment, si on devait avoir des dizaines de journées comme celle qu'on vient de vivre, les choses seraient plus compliquées. Quand on dit que ce phénomène va se passer, je crois que c'est le troisième phénomène de ce type en 30 ans. Peut-être le préfet vous donnera des chiffres plus précis. Bon. Effectivement, avec le réchauffement climatique et avec le dérèglement climatique, nous allons être amenés à en avoir de plus en plus souvent de ce type de phénomène. Enfin, ça ne sera pas toutes les semaines, évidemment. Par contre, ça peut se reproduire. Et si ça se reproduit, il faut qu'on ait le même niveau de mobilisation. Je l'ai dit pour tout le monde. Aujourd'hui, il ne s'est rien passé en termes, on va dire, d'événements graves. Et vous voyez aujourd'hui la queue du cyclone qui montre que c'était pas rien. Et là, on a juste la queue du cyclone et donc on a des vents, on a de la pluie. Si on l'avait pris en pleine face, aujourd'hui, on compterait les débris et je pense qu'on aurait, grâce à cette mobilisation, échappé à des centaines, voire des milliers de morts. Donc, ce qu'on a fait hier, il faut être prêt à le refaire. Autre chose qui a été fait vendredi, c'est une évacuation d'écoles par rapport au tsunami. Donc on voit bien qu'il y a des références maintenant que l'on a par rapport à un cyclone, par rapport à un tsunami. Et ça fait du bien de voir ça parce qu'on sent que les écoles sont là, c'est présent. On peut s'y fier, on peut se fier à vous par rapport au fait qu'il y a une sécurité quelque part. Exactement. Alors on peut se fier à nous de manière générale, hein. Les maires, tous les services de l'État au niveau de la préfecture, l'ARS, parce que évidemment toute la santé a été mobilisée, l'hôpital a été mobilisé, et évidemment l'éducation nationale, et à travers la préfecture aussi toutes les forces de l'ordre, la gendarmerie, les forces de police. Tout le monde a été mobilisé, il y a eu une excellente coordination. Je sais que vous allez recevoir le préfet. On a vécu 24 heures tous ensemble en COD. Et bien, je peux vous dire que c'est pour moi qui vivais ça pour la première fois, une belle expérience et vraiment une opération remarquablement conduite par le préfet et par toutes ses équipes.
On a fait, nous, Éducation nationale, notre part du travail. Chacun a fait sa part du travail. On a vraiment, vraiment de la chance d'avoir l'encadrement qu'on a sur cette île. Oui, j'allais dire, il n'y a pas de cyclone à Montpellier, il y en a ici. C'est vrai que c'était la première opération de ce genre. Vous n'étiez pas un peu, à un moment donné, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, à un moment donné, parce que gérer quelque chose comme ça, c'est pas rien. Pour une première fois, ça ajoute quand même, pas du piquant, mais c'est compliqué. Alors écoutez, on est forcément déjà on est bien conseillé. Ouais. Il y a aussi pour ce type d'événement des protocoles, des procédures qui sont prévues et on les a suivies. Et puis derrière, on va dire, si on est là, le préfet, le recteur, la directrice de l'ARS, c'est peut-être que on a cette capacité un petit peu d'organiser les choses et puis aussi de réagir. On parlait du comptage, on parlait des problèmes d'eau, on a réagi. C'est-à-dire que quand on a pris la décision de couper l'eau, je peux le dire, on a en quelques minutes, en quelques heures, provisionné cette eau sur tous les points où on pensait en manquer. Et globalement, on l'a bien fait. On l'a bien fait aussi parce que tout le monde s'est mobilisé. Je peux remercier les entreprises qui nous ont fourni des citernes, des réservoirs pour là aussi qu'on puisse remplir l'eau. Je sais que ça ne se fait pas de citer des noms, mais voilà, la Star, la Colas, on a des chefs d'entreprise qui ont eux-mêmes pris leur pick-up pour aller nous apporter ce qu'il faut. Tout le monde s'est mobilisé. La Croix-Rouge, évidemment, qui est venue avec des jerrycans. Tout le monde s'est mobilisé. On voit, c'est ça qu'on peut retenir, je pense, et vous serez peut-être d'accord avec moi, que c'était la grande solidarité hier. Exactement. Il y a une grande solidarité, une très belle organisation au niveau de la préfecture. Et puis, je le redis, il faut vraiment, vraiment le répéter pour toutes les familles et tous les habitants. On est aujourd'hui, d'abord, évidemment, sur une planète qui se dérégule. Et il va falloir apprendre à vivre avec ces épisodes extrêmes. Et ce qu'on a vécu hier montre que on répond bien, on peut bien répondre. Comme je l'ai dit, on peut encore améliorer un certain nombre de choses, mais globalement, la réponse a été bonne. Et donc maintenant, il faut que ça devienne pas une habitude, mais en tout cas quelque chose, une chose à laquelle on se prépare tous. Et pour laquelle on sait réagir. Sur d'autres territoires où il y a des très très forts tremblements de terre et où on attend le grand, the big one, eh bien, dès qu'il y a un tremblement de terre, tout le monde sait quoi faire et on le fait. Et si je veux prendre une autre image, en temps de guerre, quand on est dans une ville, que les avions arrivent, qu'il y a des bombardements, tout le monde descend à la cave et la plupart du temps, rien ne se passe. Et on a passé toute la nuit dans la cave. Personne ne trouve que c'est anormal d'avoir passé toute la nuit dans la cave. Et quand on monte et que l'immeuble est encore debout, on est content que l'immeuble soit debout et on râle pas parce qu'on a passé la nuit dans la cave. Aujourd'hui, moi, c'est ce que j'entends, c'est que tout le monde a bien compris pourquoi on a été confiné hier et que si demain, les bombes évidemment symboliques, que sont les vents et les pluies devaient revenir, eh bien, on devra refaire exactement la même chose. Oui, se mettre à l'abri. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens, c'est vrai, lors de cette période d'alerte rouge, qui sont sortis des écoles, des établissements pour rentrer chez eux, parce qu'ils pensaient qu'ils ne risquaient plus rien. Et c'était commenté sur les réseaux sociaux. À partir de 21h, les gens commençaient à perdre patience. On peut comprendre, à partir de 16h, ils sont confinés. Ils voient que, et on l'a bien vu, il y avait pas de pluie, il n'y avait pas de vent, enfin un petit peu. Et c'était dur de dire aux gens, mais restez parce que c'est dangereux. Comme des avions qui passent et qui peuvent larguer des bombes, tant que le dernier n'est pas passé, on reste confiné. Et là, c'est la même chose. Tant que le cyclone n'est pas passé, on reste confiné. Une fois que le cyclone est passé, qu'on a vu que finalement, il commençait à s'éloigner, alors l'alerte rouge a été levée. Tout le monde a pu rentrer, ceux qui le voulaient. Ceux qui, parce qu'ils étaient éloignés de chez eux, parce qu'ils avaient commencé à dormir, parce qu'ils se sentaient faibles, voulaient rester dans nos établissements, sont restés. Et vraiment, à travers votre antenne, je voudrais remercier tous ceux qui se sont mobilisés. Les infirmières, les directeurs d'école, les personnels d'encadrement, les enseignants, tous ceux qui nous ont aidés de manière bénévole. Et évidemment, les services de la préfecture. Tout le monde a fait un travail remarquable. Et encore ce matin, ils sont mobilisés pour être au plus près de la population. Vraiment, on a vécu à la fois un épisode où on a montré la responsabilité, la belle organisation de l'ensemble des services de l'État, parce que ça n'a pas été fait dans l'improvisation.
et de l'autre côté, une belle solidarité. Moi, je tiens aussi à rappeler que quand même, le travail des maires et de leurs services a été aussi remarquable. C'est-à-dire que on était en point continu avec eux, on a avec eux géré les flux, et évidemment, d'un village à l'autre, quand il y avait saturation sur un village, eh bien, évidemment, on ouvrait les portes à côté, et tout s'est très très bien passé. Quand on avait installé des points d'eau, des points de stockage d'eau, et évidemment, dès que on en avait la possibilité, si on sentait qu'on pouvait manquer d'eau quelque part, évidemment, on a redéployé l'eau. Tout s'est vraiment, vraiment bien passé et on a eu une belle synchronisation. Le préfet vous racontera ça dans les détails, mais moi j'ai beaucoup appris hier. Beaucoup a été impressionné. J'ai l'impression que c'est un vice-recteur soulagé ce matin. Ah bien sûr, vous imaginez si on s'était réveillé ce matin dans une île dévastée avec potentiellement des morts. Évidemment qu'on est soulagé. Évidemment qu'on est soulagé. On est soulagé parce qu'il n'y a pas de gros dégâts. On est soulagé parce qu'il n'y a pas de morts. Et puis on est aussi soulagé parce que sur finalement ce qui est maintenant un exercice grandeur nature. C'est ça. Parce que c'est ça qu'on a fait. On ne le savait pas qu'on faisait un exercice. On le faisait pour de vrai parce que ça aurait pu tomber. Et bien, sur ce type d'exercice, ça s'est plutôt très très bien passé. Donc soulagé et fier. Plus de peur que de mal, on va le dire. Gilles Albou, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu parce qu'on sait qu'en janvier 2020, vous passez recteur. Donc nous allons... Peut-être. Oui, non, ça c'est une probabilité. on repart dans les maths là. Exactement. Donc on va passer rectorat, monsieur le vice-recteur. Alors on passera rectorat, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et vous serez le recteur de Mayotte, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui va changer au niveau de l'administration déjà elle-même? Est-ce qu'il y a besoin de former, il y a besoin de changer quelque chose? Qu'est-ce qui va changer entre vice-rectorat et rectorat? Alors d'abord, évidemment, sur le fonctionnement au quotidien, pas grand-chose va changer, puisque on va dire l'autonomisation par rapport à la préfecture, aujourd'hui, nous sommes de fait assez autonomes, et puis on voit sur les épisodes comme hier qu'on travaille main dans la main avec la préfecture, on n'a pas envie du tout de s'émanciper de la préfecture. Là n'est pas l'enjeu. L'enjeu, comme vous l'avez dit, c'est de faire de ce passage de vice-rectorat à rectorat un tremplin pour une meilleure qualité de nos services. Il faut qu'on travaille là-dessus. Donc on va renforcer l'ensemble de nos services sur les constructions scolaires, sur l'administration centrale, et puis aussi développer des axes thématiques autour de la culture, de l'encadrement, de la jeunesse. Donc on va s'encadrer, se muscler, se renforcer. Donc ça va être le premier défi. Le deuxième enjeu, c'est qu'en plus de passer rectorat, nous devenons une région académique. Alors, vous allez dire, c'est quoi une région académique ? Vous savez que la France est découpée en grandes régions et que la question aurait pu se poser pour l'académie de dépendre par exemple d'une grande région océan Indien et donc en termes évidemment de région académique peut-être de dépendre de la Réunion. Région académique, c'est surtout sur l'enseignement supérieur, la recherche, la technologie. Aujourd'hui, nous nous autonomisons là-dessus. Donc il y a des pans pour lesquels on dépendait encore de la Réunion. Je pense à la recherche, à la technologie et qui aurait pu être handicapant pour développer le centre universitaire, pour développer la recherche au Mayotte. Ça va être un grand enjeu, développer l'enseignement supérieur et la recherche sur Mayotte. Je pense notamment à ce qu'on va faire avec le CUFR, le centre universitaire, pour la formation des futurs enseignants dans le second degré. Je pense aussi à développer des études en santé, des études pour former les futurs médecins. Donc ça va être lancé très rapidement, là aussi sur le CUFR. Développer des recherches autonomes. On pense à toutes les recherches sur la biologie, le lagon, l'environnement, des recherches qui nous touchent, nous évidemment, à Mayotte, et puis continuer à développer l'enseignement supérieur, des classes préparatoires aux grandes écoles, développer ce type de filière. De ce point de vue-là, devenir un rectorat de plein exercice, une région académique, c'est un événement important et qui va nous permettre de nous projeter vers l'avenir et aussi de développer ce lien recherche, innovation,
dont on a et dont on aura beaucoup de plus en plus besoin. Mais on sent vraiment que en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vraiment, il y a des signatures de collaboration pour l'éducation, des écoles qui se créent, de nouvelles écoles qui se construisent. Vous donnez quelque part, j'ai l'impression, un souffle nouveau de dire voilà, on avance, on y va. Vous nous dites l'autre jour, on met des dates et on fait tout pour y arriver. Ce qui est une belle image parce qu'on n'a pas le choix. Il y a une date qui est mise. On a l'impression que vous me connaissez bien. Non, mais on a vraiment l'impression que vous avez lancé un nouveau saut, disant bon, écoutez, maintenant il faut agir, quoi. Les mots c'est bien beau, mais agissons. On a l'impression qu'il y a ça parce que toutes les semaines, on a une signature, une convention, on avance, ouverture, projet, ça n'arrête pas et c'est bien. Alors, en fait, à l'origine, c'est pas le recteur. C'est le président de la République et notre ministre. On a aujourd'hui une politique de l'État qui est très volontariste, avec un demi-milliard d'euros d'investissement pour les constructions scolaires, les collèges, les lycées et les écoles. Plus d'1 milliard d'euros. Donc, évidemment, ça nous engage et ça nous oblige. Et puis de l'autre côté, on a aussi une politique ministérielle très forte, avec des mesures très fortes sur les dédoublements des classes de CP-CE1, sur le renforcement justement de l'enseignement primaire, le développement du bac, des filières pro. Et le recteur, qu'est-ce qu'il doit faire dans ces cas-là ? Évidemment, il doit veiller à ce que tous ces moyens soient bien utilisés. Alors, évidemment, il faut être mobilisé. Il faut veiller à ce que les délais soient respectés. Et pour ceci, comme vous l'avez très très bien dit, on doit scander l'ensemble de ces mesures pour s'assurer que tout se met bien en place dans le temps imparti. Et si on ne le fait pas, on sait ce qui s'est passé par le passé, eh bien, on attend, on se dit, ce projet, il est pour dans 3 ans, il est pour dans 4 ans, donc on n'est pas pressé. Et puis 2 ans plus tard, le projet, il est toujours pour dans 2 ans ou pour dans 3 ans. Donc si un projet est pour dans 3 ans, eh bien on dit ce qu'on fait dans 6 mois, on dit ce qu'on fait dans 9 mois, on dit ce qu'on fait dans 1 an, et date après date, on vient vérifier que les choses avancent correctement. Ça marche pour les constructions, ça marche aussi pour la mise en place des réformes, ça marche pour les partenariats, pour les conventions. Et c'est ça qu'on fait. Alors effectivement, ça c'est peut-être ma marque de fabrique. Et je dis toujours, un recteur, ça doit être modeste, humble. Ça doit rester humble parce qu'on est là pour évidemment décliner les mesures nationales. Ça doit être humble parce que évidemment on doit travailler avec notre territoire, mais ça doit être déterminé. Alors, une question qui est venue sur le live Facebook. Moi, j'avais une autre question, mais vous allez les répondre en même temps. Une personne qui nous dit que faire avec les enfants non scolarisés. Tout à fait, c'est un vrai enjeu. Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est une question qui est venue. C'est une très très bonne question. Aujourd'hui, on a sur la non scolarisation, on a 2 entrées. Première entrée, c'est les 3-6 ans. On va dire, c'est un enjeu nouveau sur l'île. Quand partout ailleurs sur le territoire de la République, on connaît depuis très longtemps les écoles maternelles. Pour nous, c'est nouveau. Et donc, du jour au lendemain, on ne passe pas de 0 à 100%. C'est ça. Donc, c'est un enjeu. Et évidemment, derrière cet enjeu, il y a l'enjeu de la place. Je ne vais pas te dire, je mets des professeurs des écoles, je mets des moyens, et tout va bien se faire. Donc, on a aujourd'hui un programme de construction d'écoles. Et en même temps qu'on développe ce programme, évidemment, il faut amener cette population qui, pour l'instant, n'est pas scolarisée, à se scolariser. Je vous donne un ordre de grandeur. À cette rentrée, sur les 3-4 ans, parce qu'au-delà, on a refusé personne, sur les 3-4 ans, faute de place, et vraiment pour plutôt les 3 ans que les 3 ans et demi, on a dû refuser une centaine d'élèves. C'est une centaine de trop. Vraiment, c'est une centaine de trop. Mais au-delà de cette centaine, on a des milliers d'élèves dont les parents n'ont pas fait la démarche d'inscription, qui ne sont pas allés jusqu'au bout de la démarche d'inscription. Alors vous allez me dire, s'ils y étaient tous allés, on aurait eu du mal à les accueillir. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits où c'est possible, il y a des endroits où on inscrit des enfants de 2 ans et demi. Donc ça y est, ça progresse. Mais voilà, il y a 2 choses à faire. C'est amener un certain nombre de familles qui, pour des raisons, des fois, on n'ose pas parce qu'on sait très bien qu'il va falloir montrer des papiers, que ces papiers on les a pas, faire des démarches à la mairie et que c'est compliqué, qu'on n'a pas envie de sortir. Et ces familles-là, il faut les amener à faire ces démarches parce qu'un enfant pas scolarisé, c'est juste pas possible. Donc il faut le faire. Et nous, de notre côté, il faut qu'on veille à ce que toutes les écoles qui doivent être construites, toutes les extensions qui doivent être faites, soient faites. Le deuxième pan,
c'est, on va dire, les 15-18 ans et au-delà. Ceux qui quittent notre système scolaire sans diplôme, sans qualification. Donc cela, ça c'est le grand enjeu de la rentrée 2020. C'est un des grands enjeux de la rentrée 2020. C'est de faire en sorte qu'on ne laisse pas sortir d'élèves, y compris au-delà de 16 ans, sans diplôme, sans qualification, sans emploi. Donc pour ça, on a développé un grand programme, à la fois, on va dire, avec des moyens matériels. Donc on va pas pouvoir construire tous les collèges et les lycées pour la rentrée 2020. Par contre, on aura des modulaires temporaires pour attendre les 3-4 ans que l'ensemble des constructions soient faites. On aura des modulaires qui seront prêts dès la rentrée 2020 pour faire en sorte que tous ces élèves soient accueillis. À côté, on réfléchit à des formations, parce qu'il ne suffit pas de les mettre chez nous et ne pas savoir quoi en faire. Donc on réfléchit à des formations diplômantes plutôt courtes, professionnalisantes, de type CAP, bac professionnel, un certain nombre de bacs technologiques, pour que ces élèves qui étaient en décrochage ou qui pourraient être en décrochage soient orientés dans des filières qui leur correspondent et qui les conduisent vers des métiers. C'est un gros enjeu. On a mobilisé toutes nos forces au niveau du rectorat pour ceci. Pour l'instant, je suis assez confiant parce que les choses avancent vraiment comme on a envie que ça avance. On a fait des prévisions avec le ministère, des prévisions d'effectifs, évidemment, qui tient compte de cette politique. Le ministère nous a validé ces prévisions d'effectifs, ce qui laisse à penser qu'on aura derrière les moyens humains pour les accompagner. On fait en sorte d'avoir les moyens matériels, on fait en sorte aussi de réfléchir aux formations. Et puis, vous le savez aussi, pour un certain nombre de décrocheurs, mais au-delà de 18 ans, on travaille avec le RSMA pour faire en sorte que ceux qui, malgré tout, sortent de notre système scolaire ou pourraient en sortir avec des difficultés sur le savoir-être, eh bien, puissent passer par la case RSMA, avoir justement cette formation au savoir-être, cet encadrement fort, pour revenir après dans notre système et finir leur formation à les qualifications. Voilà, on travaille sur tous les leviers, y compris avec les partenaires extérieurs et ceux qui déjà, on va dire, sont mobilisés sur cette thématique du décrochage. Pour finir, Léo, Gilles Albou, vous n'avez pas chômé depuis votre arrivée. On a parlé de cette construction des cuisines. Ça y est, le chantier est lancé. Oui. Vous avez également fait partie de J'étais même chez Panima vendredi avec les parents d'élèves pour qu'on discute avec l'existant, parce qu'il faut construire et aussi travailler avec l'existant pour voir les marges de progression, y compris aujourd'hui avec ceux qui existent, parce que on peut faire évoluer les choses et la réunion avec les parents s'est très très bien passée là-bas. Et puis on va construire ces cuisines centrales. Et partout, dans tous les établissements, on a un programme de développement de cuisine satellite pour que nos élèves, nos enfants puissent avoir un vrai déjeuner. Vous savez, pour moi, l'échéance, tout doit être fait pour 2025. Oui. Une grande partie sera déjà faite en 2022 et année après année. Et en 2022, on fera le point et vous verrez que les choses seront soit finies, soit déjà lancées. C'est une bonne chose. Merci beaucoup d'être venu pour ce temps de parole. C'est tout pour le temps de parole.